Le 28 avril 1945, alors que la Seconde Guerre mondiale touchait à sa fin, Mussolini a été capturé par des partisans italiens alors qu'il tentait de fuir en Suisse. Il a été exécuté par un peloton d'exécution et son corps, avec celui de sa maîtresse Clara Petacci, a été exposé publiquement à Milan. La macabre exposition, où leurs corps ont été pendus la tête en bas à une station-service, a choqué le monde. Après plusieurs heures d'exposition, les corps ont finalement été retirés et initialement conservés à la morgue de Milan. Dans les jours suivants, les restes de Mussolini et Petacci ont été transférés dans une église de la ville de Pavie, où ils ont été stockés dans une crypte. Enfin, en 1957, les restes de Mussolini ont été enterrés dans une tombe dans la ville de Predapio, son lieu de naissance, où ils reposent encore aujourd'hui. Un dernier écho d'un homme qui, pendant une brève période, a défini le destin d'une nation, menant l'Italie au bord de l'histoire et dont la chute a marqué la fin d'une époque. Le dernier empire, l'ombre de Mussolini. Il y a une décennie avant que Hitler ne prenne le pouvoir, lorsque le généralissime Franco était à peine un colonel inconnu et que la plupart des pays européens étaient des républiques démocratiques, un homme avait imaginé une dictature totalitaire rivalisant avec la gloire de l'Empire romain. Benito Mussolini devint le dirigeant suprême de l'Italie en 1923, imposant la plupart des caractéristiques des États autoritaires à venir. La détention d'opposants politiques dans des camps de concentration, une police secrète qui contrôlait la population civile, un immense appareil de propagande et un culte de la personnalité autour d'un leader fort. Le régime fasciste de Mussolini ne se contenta pas de lancer une tendance politique en Europe continentale, mais il fut aussi l'un des plus cruels et sanguinaires de l'histoire. La chute de Mussolini fut tout aussi cruelle et violente. Lorsque l'Italie échoua à contenir les armées alliées pendant la Seconde Guerre mondiale, Mussolini fit un dernier effort pour demander de l'aide à son proche allié, Adolf Hitler. Le 19 juillet 1943, il tint une réunion avec le Führer à Feltre, mais Hitler lui annonça une mauvaise nouvelle. Il n'y avait rien à faire, et l'Italie allait bientôt tomber. Au même moment, Rome était bombardée par les forces aériennes alliées. Quelques jours plus tard, le Grand Conseil du Parti fasciste, fondé par Mussolini en 1921, signa une pétition pour destituer Mussolini. Cela n'avait qu'une portée symbolique, car il n'avait pas l'autorité pour la mettre en œuvre. Ce fut le roi lui-même qui demanda personnellement à Mussolini de démissionner le 25 juillet. Victor Emmanuel III informa Mussolini qu'il serait remplacé par Pietro Badoglio, mais lui garantissait son immunité. Le roi fit encercler le palais gouvernemental par 200 policiers, et Mussolini fut escorté à l'intérieur d'une ambulance de la Croix-Rouge vers une maison sûre dans un endroit secret. Avec cela, Victor Emmanuel III pensait sauver le royaume et sa propre royauté. Il avait tort. Après l'armistice signé par le roi en septembre 1943, l'Italie fut plongée dans une guerre civile brutale. Le roi et sa famille, Badoglio et les principaux collaborateurs du gouvernement s'enfuirent vers l'Apulie, se plaçant sous la protection de l'armée alliée. Suivant les ordres du commandement suprême allié, ils formèrent un gouvernement improvisé et déclarèrent la guerre à l'Allemagne, qui avait été jusqu'alors l'allié principal de l'Italie. Cela permit à l'Allemagne d'envahir le nord de l'Italie, ouvrant la voie à certains des massacres les plus sanglants de l'histoire de l'Italie. La violente chute du dictateur italien Benito Mussolini. Après avoir été déposé par le roi, Mussolini fut emmené sur l'île de la Maddalena, face à la côte toscane, puis transféré à l'hôtel Campo Imperatore, dans les Apennins. Craignant d'être remis aux mains des Alliés, il tenta de se trancher les poignets, mais échoua à provoquer sa propre mort. Il ignorait alors que Hitler avait déjà préparé son sauvetage. Le 12 septembre, un commando allemand parachuté fit irruption à l'hôtel et enleva Mussolini avec pour ordre de l'emmener en Allemagne, où il retrouverait son ami Adolf Hitler. L'opération, impressionnante de précision, fut si minutieusement planifiée qu'elle ne dura que 4 minutes et se termina sans effusion de sang. Le Führer proposa lui-même à Mussolini de créer une nouvelle république fasciste dans les régions italiennes occupées par l'Allemagne. La Wehrmacht fournirait le soutien militaire dont Mussolini manquait. Le 18 septembre, un discours du Duce fut diffusé sur les stations de radio italiennes, annonçant la reconstitution du parti fasciste
désormais connu sous le nom de Parti fasciste républicain. Le 23 septembre 1943, Mussolini retourna en Italie pour régner sur son nouveau royaume, la République sociale italienne. Cependant, ce pays fictif était encore plus éloigné de la gloire de Rome que ne l'était le royaume d'Italie des années 1920 et 1930 et le royaume d'Italie des années 1920 et 1930. La République sociale italienne n'était rien d'autre qu'un État fantoche contrôlé par l'Allemagne, qui ne parvint jamais à contenir les troubles civils tout en luttant contre les Alliés sur 2 fronts. Seuls 6 États reconnurent la République sociale italienne comme un État souverain. Même des alliés importants comme l'Espagne et le Portugal refusèrent d'établir des relations diplomatiques avec l'ISR, tout comme la France de Vichy, l'autre État fantoche de l'Allemagne. En 1944, Mussolini suggéra à Hitler de se concentrer sur la destruction de la Grande-Bretagne, plutôt que sur l'Union soviétique. Mais Hitler n'était pas disposé à recevoir de tels conseils de la part d'un stratège médiocre. Mussolini souhaitait mener une petite offensive le long de la soi-disant ligne gothique, une ligne défensive traversant la péninsule italienne et les Apennins. Connaissant très bien le terrain, ces divisions alpines remportèrent quelques batailles contre les Alliés en décembre 1944, mais l'armée de Mussolini était minuscule comparée à l'énorme machine de guerre alliée. La situation devint désespérée en février 1945, lorsque les Alliés repoussèrent finalement les forces de l'Axe au nord de la ligne gothique. Le soutien aux Ducé se désintégra, et de plus en plus de responsables militaires fascistes et allemands essayèrent secrètement de négocier une trêve avec les forces alliées, sans consulter ni Mussolini ni Hitler. Alors que la défaite allemande devenait évidente au printemps de 1945, Mussolini ne disposait que de peu d'options. Le 18 avril, il se rendit à Milan, où il tint quelques réunions, mais rien n'en résulta. Il décida ensuite de fuir vers le nord, sans destination précise, déguisé en soldat SS dans un convoi allemand sous le commandement du lieutenant Schallmayer de la Luftwaffe. Sa femme Rachele et ses jeunes enfants restèrent à Com, bien qu'il emmena avec lui sa maîtresse Clara Petacci et son frère Marcelo, qui prétendait être le consul espagnol et son épouse. D'autres dirigeants fascistes, tels qu'Alessandro Pavolini et Nicola Bombacci, faisaient également partie du groupe. Le convoi fut repéré près de la ville de Dongo à 6h30 du matin le 27 par un groupe de partisans communistes de la brigade Garibaldi, dirigé par Urbano Lazzaro. Après un échange initial de coups de feu et craignant que les rebelles n'attendent des renforts, Schallmayer accepta de négocier. Les partisans permirent aux Allemands de continuer vers le nord en échange de la reddition de tous les Italiens. Vers 7 heures du soir, alors que les partisans vérifiaient les papiers des membres de la colonne, l'un d'eux, Giuseppe Negri, reconnut Mussolini et en informa Lazzaro. La nuit du 27 au 28 avril, la nouvelle de l'arrestation de Mussolini atteignit Milan et fut annoncée à la radio par Sandro Pertini, futur président de la République et alors chef du comité de libération nationale. En même temps, il annonça la décision du comité selon laquelle Mussolini devait être fusillé comme un chien enragé. Le matin du 28, Mussolini et Clara Petacci furent amenés dans une maison paysanne à Dongo et un groupe de partisans communistes arriva de Milan avec l'ordre de les exécuter. Les partisans emmenèrent Mussolini et Petacci dans une Fiat 1100 jusqu'au village de Giulino di Mezzegra où ils furent sommairement fusillés à 16h10. Le 29 avril 1945, Adolf Hitler fut informé de la mort de Mussolini. On ignore si le sort de Mussolini influença la décision d'Hitler de se donner la mort avec Eva Braun. Mais Hermann Göring témoigna lors des procès de Nuremberg qu'il avait vu avec Hitler les photographies de Mussolini pendu la tête en bas la dernière fois qu'il vit le Führer. C'était 8 jours après l'anniversaire d'Hitler, le même jour où Mussolini fut assassiné. L'exécution de Mussolini. Qui a appuyé sur la gâchette? La mort de Mussolini n'a pas été aussi importante que la manière dont son cadavre a été exposé à la vue de tous au milieu d'une place dans le nord de l'Italie. Cependant, un mystère entoure les détails exacts de qui a tué Mussolini et comment. De nombreux détails de la nuit où Mussolini et Claretta Petacci ont été capturés par les partisans restent inconnus. Mais les historiens ont pu reconstituer les événements qui ont conduit à l'exécution de sang-froid du dictateur, le plus tristement célèbre d'Italie dans une large mesure.
Les deux voitures transportant Mussolini et Claretta partirent de leur point de rendez-vous, en dehors de Dongo, vers 2h45 du matin, le 28 avril, en direction d'une ville appelée Moltrasio. À leur arrivée à Moltrasio, ils s'arrêtèrent près de l'hôtel impérial et purent voir des fusées éclater dans le ciel au-dessus du lac de Côme, à environ 4 miles au sud, célébrant l'arrivée des éléments avancés des forces alliées. Comme aucun bateau n'était disponible pour traverser le lac et que les partisans craignaient de croiser des troupes alliées, ils décidèrent de faire demi-tour et de se diriger vers une ferme appartenant à un couple nommé Giacomo et Lia de Maria. Ils furent accueillis par Giacomo de Maria, tenant une lampe à huile, qui les laissa entrer et les conduisit à une grande cuisine au 2e étage où Lia allumait un feu de bois dans une immense cheminée. Mussolini et Claretta reçurent une chambre privée et y passèrent la nuit. Il y eut une tempête cette nuit-là. Mais tôt le matin, les partisans partirent chercher un téléphone pour informer le quartier général de Milan qu'ils avaient capturé le premier ennemi de l'État. Walter Audicio, également connu dans la résistance sous le nom de colonel Valerio, décrocha le téléphone et répondit qu'il se rendrait personnellement à la ferme pour récupérer les prisonniers. Il demanda que personne ne leur fasse de mal. Le comité de libération nationale lui confia, à lui et à personne d'autre, la tâche d'exécuter le Duce et sa maîtresse, Claretta. Selon la version officielle donnée par les communistes, c'est exactement ce qui s'est passé. Il alla chercher les prisonniers, les conduisit à Giulino di Mezzegra, tint un procès et les fusilla après qu'ils furent déclarés coupables. Cependant, il existe des raisons de douter que cela se soit réellement passé ainsi. Différentes versions ont émergé au fil des ans, y compris une qui prétend que Mussolini aurait mis fin à ses jours en prenant une capsule de cyanure. Mais cela n'aurait pas de sens. S'il avait eu la capsule sur lui tout ce temps, il est extrêmement improbable qu'il ait attendu aussi longtemps pour la prendre. Ce qui s'est réellement passé lorsque Audicio arriva de Milan était très différent de la version officielle. Il fut d'abord accueilli avec méfiance de la part des partisans chargés des prisonniers, Pier Luigi Bellini del Stel et Aldo Lampredi. Ils ne connaissaient pas personnellement Audicio et n'étaient pas tout à fait sûrs qu'il ne s'agissait pas d'un émissaire des fascistes. Pour cette raison, ils hésitèrent d'abord à lui remettre les prisonniers. Après tout, c'était eux qui les avaient capturés. Bellini del Stel informa Audicio qu'il ne remettrait les prisonniers qu'au commandement général de Milan. Audicio répondit qu'il était le représentant du commandement général et qu'il avait des ordres stricts d'exécuter lui-même les prisonniers. Mais pour les partisans, il n'était pas judicieux de tuer des prisonniers non armés de sang-froid et sans jugement en bonne et due forme. Après une certaine discussion, Audicio accepta d'agir comme juge et d'assumer la responsabilité du sort des prisonniers. On lui remit une feuille de papier avec les noms des prisonniers, y compris celui du supposé diplomate espagnol et de sa famille, et il écrivit au crayon à côté de chaque nom le mot « mort ». Bellini del Stel demanda s'il comptait vraiment fusiller une femme qui n'était coupable de rien, si ce n'est d'être la compagne romantique d'un dictateur. Mais Audicio était absolument certain de sa décision et affirma qu'elle était aussi responsable que lui. L'identité d'Audicio fut longtemps tenue secrète. Il ne fut désigné comme le meurtrier de Mussolini que 2 ans après l'événement. Il ne fait aucun doute que le Parti communiste, qui détenait ce secret, jugeait qu'il était trop risqué de nommer qui que ce soit dans l'immédiat après-guerre, alors que des exécutions vengeresses avaient lieu partout en Italie. Les premières versions de l'assassinat, qui ne donnaient que des pseudonymes pour les personnes impliquées, appelant Audicio colonel Valerio, parurent dans le journal communiste L'Unità sur une période de plusieurs mois et années, et étaient étonnamment contradictoires à chaque nouveau récit. Audicio parla publiquement pour la première fois de l'exécution en 1947, et son livre sur le sujet ne fut publié qu'en 1975, 2 ans après sa mort, ce qui ne fit qu'accentuer la confusion, car il contredisait ses propres déclarations publiques à certains égards. Le livre d'Audicio était rempli de mensonges, ce qui amena les historiens à douter qu'il ait même été présent lors des exécutions de Mussolini et Claretta. Cependant, il est clair qu'il était le responsable des exécutions, même s'il n'a pas appuyé sur la gâchette lui-même et a laissé une autre personne le faire à sa place. Par ailleurs, Bellini del Stel n'était pas non plus présent lors des exécutions. Seules 4 personnes furent témoins de la mort de Mussolini et de sa maîtresse. Audicio, Lampredi,
un autre communiste nommé Moretti et un chauffeur appelé Geninazza. Le chauffeur transporta le groupe en camion de Dongo à Bonzanigo dans l'après-midi du 27 avril. Là, ils descendirent tous du camion et les prisonniers furent placés contre un mur, les yeux bandés et les mains liées. Les armes d'Audisio et de Lampredi s'enrayèrent et Audisio utilisa le pistolet de Moretti pour tuer le Duce et sa compagne. Plus tard, Moretti prétendit que c'était lui qui avait appuyé sur la gâchette, mais il est peu probable qu'il ait désobéi à un ordre direct du colonel Audisio. La mort n'était qu'un commencement. L'exposition du corps de Mussolini. Les corps ont été transportés à Milan dans un camion dans l'après-midi du 28 avril. En chemin, personne n'était autorisé à s'approcher des corps, jusqu'à leur arrivée le 29 avril sur la Piazza Loreto de cette ville. La vaste Piazza Loreto, située à environ 1,5 miles au nord-est du centre-ville de Milan, est l'une des plus grandes places de la ville. Là, les corps de Mussolini, Claretta Petacci et 16 autres fascistes massacrés à Dongo ont été soumis à une orgie de violence qui continue de déshonorer ceux qui y ont participé. Les corps ont subi toutes sortes d'outrages de la part d'une foule qui s'était rassemblée sur la place dès le petit matin. À l'aube, un passant prit la peine d'arranger le tas de corps sur la place dans un semblant d'ordre. Mussolini fut disposé un peu à l'écart des autres, la tête et les épaules reposant sur la poitrine de Claretta. 2 jeunes hommes arrivèrent et donnèrent des coups de pied répétés dans la mâchoire du cadavre. Sa lèvre supérieure fut tirée en arrière de façon grotesque, donnant l'impression qu'il allait parler. Quelqu'un mit un fanion dans sa main et serra ses doigts autour. Vers 9 heures du matin, la foule avait considérablement grossi et les gens criaient et sautaient pour mieux voir. Des témoins décriront plus tard cette foule comme sinistre, dépravée et incontrôlable. Quelques-uns riaient hystériquement. Une femme sortit un revolver et tira 5 coups dans la tête de Mussolini pour venger chacun de ses 5 fils morts. Une autre femme arracha une bande de sa chemise, y mit le feu et la jeta sur son visage. Sous les coups répétés, le crâne de Mussolini se fissura et un de ses yeux sortit de son orbite. Une femme s'accroupit, releva sa jupe et urina sur son visage. D'autres couvrirent son visage de crachats. Les gens jetèrent des morceaux de pain noir sur les corps, et un homme essaya de mettre une souris morte dans la bouche de Mussolini. Une femme apporta même un fouet pour battre Mussolini. La foule grandit et poussa en avant, obligeant ceux qui étaient les plus proches des corps à les piétiner. Les partisans qui gardèrent les corps décidèrent que la situation devenait incontrôlable. Ils tirèrent en l'air, puis des pompiers aspergèrent la foule avec un tuyau. Mais cela eut peu d'effet. Des gens couraient dans les rues de Milan, criant que le cadavre de Mussolini était exposé sur la Piazza Loreto. Peut-être par honte, ou parce qu'ils craignaient que la foule ne devienne incontrôlable, les partisans passèrent des cordes sur les poutres de la station-service de la place, puis les attachèrent aux chevilles des cadavres. Mussolini fut hissé le premier, jusqu'à ce que sa tête soit à environ 6 pieds du sol. Il ne fait aucun doute que les partisans agirent par instinct plutôt que par mémoire historique, mais au Moyen-Âge, on pendait les criminels à l'envers pour des crimes d'infamie. Le visage de Mussolini était éclaboussé de sang et sa bouche était ouverte. La foule acclama bruyamment. Ceux qui étaient devant crachèrent sur lui et lui jetèrent des déchets. Son caleçon était visible à travers la braguette ouverte de son pantalon militaire. Claretta fut ensuite suspendue, sa jupe tombant sur son visage, révélant qu'elle ne portait pas de sous-vêtements. Un aumônier partisan, Don Polarolo, monta sur une caisse et, au milieu des moqueries et des cris, rentra sa jupe entre ses jambes. Après que le corps de Claretta fut tissé, un silence soudain tomba sur la place. Un témoin déclara que l'air était chargé d'une qualité oppressante, une atmosphère d'attente, comme si tout cela n'était qu'un rêve dont nous nous réveillerions pour découvrir que le monde était resté inchangé. Le Ducé était enfin mort, massacré sans procès. Un homme s'approcha et piqua le corps de Claretta avec un bâton, le faisant tourner au bout de la corde. Puis 4 autres corps furent suspendus, au milieu des cris de la foule. Les suspendre à l'envers symbolisait la manière dont les fascistes traitaient leurs ennemis. Ce geste servait à confirmer publiquement leur mort et constituait un acte d'humiliation et de vengeance partisane, puisque les cadavres de 15 partisans antifascistes avaient été pendus au même endroit quelques mois auparavant. Le cadavre de Mussolini était si défiguré par les coups que son visage, autrefois imprimé dans la plupart des manuels scolaires et sur des drapeaux, était presque méconnaissable. Petacci connut un sort légèrement moins horrible.
Non content de défigurer horriblement les cadavres, la foule enragée voulait exercer sa violence sur des personnes vivantes. À midi, un camion arrive avec un autre prisonnier fasciste, Achille Staras, l'un des anciens associés corrompus de Mussolini depuis les débuts du fascisme. Très impopulaire au sein du parti, il avait servi 8 ans comme secrétaire du parti fasciste avant que Mussolini ne le renvoie en octobre 1939 et ne le nomme chef d'état-major des milices. Moins de 2 ans plus tard, il fut également destitué de ce poste. Maintenant à la retraite, Staras était sorti faire son jogging ce matin-là, comme à son habitude, et avait été reconnu et arrêté par les partisans. Ils le traînèrent dans une école primaire pour un procès mené par un tribunal révolutionnaire populaire, et il fut rapidement condamné à mort. Les partisans l'amenèrent sur la Piazzale Loreto en tenue de sport. Un peloton d'exécution improvisé de 3 ou 4 hommes, armés de mitrailleuses, l'attendait. Staras fut placé sous les corps suspendus et se mit au garde à vous, adressant le salut romain rigide à Mussolini. Il cria au peloton d'exécution « Faites vite au lieu de frapper et d'insulter un homme sur le point d'être fusillé ». Ses derniers mots furent « Viva il Duce ». Les corps restèrent suspendus à cet endroit pendant des heures, jusqu'à ce que les dirigeants du comité local décident qu'il était temps de les descendre. À un moment donné, la corde tenant Mussolini fut coupée et son corps tomba au sol, provoquant l'écoulement de matière cérébrale de son crâne et le rendant presque méconnaissable. Les partisans placèrent les corps dans des caisses en bois garnies de paille et les emmenèrent à la morgue. La macabre exposition et les abus infligés au corps troublèrent de nombreux amis du comité de libération. Ce n'étaient pas des personnes sadiques, mais des combattants de la liberté qui ne voulaient rien de plus que voir leur chère Italie redevenir un pays libre. Ils avaient apporté les cadavres sur la Piazzale Loreto pour que les gens comprennent que justice avait été rendue et qu'ils étaient à nouveau libres. Ils ne s'attendaient pas à ce que le public réagisse de manière aussi sanguinaire et cruelle. Certains partisans confessèrent plus tard que leur insurrection avait été déshonorée par les événements de la Piazzale Loreto. Certains affirmèrent même qu'ils ne voyaient aucune différence entre la foule rassemblée là et les fascistes qui avaient adulé le tyran jusque-là. Winston Churchill apprit la nouvelle alors qu'il donnait un dîner dans sa maison de champagne. Lorsqu'on lui annonça que Mussolini était mort, il partagea joyeusement la nouvelle avec ses invités en déclarant « La bête sanglante est morte ». Cependant, il apprit plus tard ce qui s'était passé sur la Piazzale Loreto et en fut profondément choqué. Dans un télégramme envoyé à Sir Harold Alexander, Churchill exprima son dégoût absolu. Il considérait que c'était un acte lâche. Il fut particulièrement choqué d'apprendre que la maîtresse de Mussolini avait subi exactement le même sort, alors que ses crimes, s'il y en avait, étaient infiniment moins graves. Il fit la promesse de retrouver l'homme lâche qui avait tué Claretta et exposé son corps sur la place après la fin de la guerre, mais il ne le fit jamais. À 7h30 du matin, le 30 avril, le professeur Caio Mario Cattabeni et 2 autres médecins pratiquèrent une autopsie sur le corps de Mussolini à l'Institut de médecine légale de Milan. Par la suite, Cattabeni rédigea à la main un rapport détaillé sur ses conclusions. Une partie fut écrite dans les marges d'une page de journal, apparemment en raison d'une pénurie de papier. Le rapport de Cattabeni indiquait que Mussolini avait été frappé par 9 balles alors qu'il était encore vivant. La mort fut immédiate, causée par 4 balles près du cœur. Une balle perça l'avant-bras droit du Duce. Après l'autopsie de son corps, il fut enterré secrètement dans le champ 16, parcelle 384, du cimetière Musocco à la périphérie nord-est de Milan, sans aucune marque indiquant où il reposait. Aucune autopsie ne fut pratiquée sur le corps de Claretta, mais il fut exhumé publiquement le 12 avril 1947 à la demande de sa famille. Le corps de Claretta fut enterré dans un cimetière de Milan sous le nom de Rita Colfosco et ne fut remis à sa famille que 11 ans plus tard. En mars 1956, le corps fut réinhumé dans le cimetière romain de Verano dans un sarcophage en marbre rose, surmonté d'une statue en marbre blanc. Le cadavre de Mussolini est volé par des néofascistes. Ce n'était pas la fin de l'histoire. Même dans la tombe, Benito Mussolini ne pouvait pas reposer en paix. Le 4 mai 1945, le major Calvin S. Dreyer, consultant en psychiatrie auprès de la 5e armée américaine, écrivit au Comité de libération nationale pour demander,
à titre de grande faveur, qu'on lui permette d'obtenir un petit échantillon du tissu cérébral de Mussolini. Sa lettre précisait que l'échantillon serait envoyé au docteur Winfred Overholser, directeur de l'hôpital psychiatrique St. Elizabeth's à Washington, et qu'il serait utilisé exclusivement à des fins scientifiques. L'échantillon fut remis le 29 mai. Plus tard, la famille de Mussolini réclama ce fragment de cerveau au docteur Overholser, mais il était déjà décédé, et l'endroit où se trouvait l'échantillon était inconnu. Le département d'État reprit la demande, informant la famille qu'il n'avait aucune objection à restituer le fragment de cerveau, mais personne ne savait où il était. Il fut localisé peu de temps après à l'Institut des Forces armées de pathologie au Walter Reed Army Medical Center à Bethesda, Maryland, et expédié par valise diplomatique à l'ambassade des États-Unis à Rome le 21 mars 1966. Un employé du consulat américain à Florence le transporta à Predapio dans une enveloppe jaunâtre. L'enveloppe portait l'inscription « Mussolini, fragment de cerveau ». Rachel l'ouvrit et découvrit qu'elle contenait des morceaux de verre utilisés pour examiner des échantillons microscopiques. Les cellules cérébrales y étaient probablement présentes, mais elles ressemblaient simplement à des traces sur le verre. Peu après la fin de la guerre, le 22 avril 1946, un jeune fasciste nommé Domenico Lecisi et deux amis qui avaient découvert le lieu de sépulture secret de Mussolini s'introduisirent tard dans la nuit dans le cimetière et dans les premières heures du 23 avril, déterrèrent le corps et l'emmenèrent dans une cachette près de la frontière suisse. Dès cet instant et pendant plusieurs mois, l'endroit où se trouvait le corps demeura inconnu. Lecisi avait un objectif politique précis. Dans la période d'après-guerre, comme il l'écrivit plus tard pour se justifier, les fascistes étaient traqués et tués, placés dans des camps d'internement ou traduits devant des tribunaux populaires avec peu de légalité. Beaucoup, comme lui, étaient sans emploi et peinaient à survivre. Ils croyaient que la reconstruction de l'Italie nécessitait une fin rapide aux méthodes sévères et une intégration des fascistes dans la nouvelle vie démocratique du pays. Il en vint à penser que, pour attirer l'attention des Italiens sur la nécessité de tourner la page, il fallait déterrer ce sépulcre. Le 6 avril, Lecisi écrivit une lettre au préfet de Milan, au chef de la police, aux journaux et au cardinal Schuster. Il y exposa ses objectifs pour un programme de pacification visant à unir les Italiens contre le danger commun de la faim et de la dévalorisation politique aux yeux du monde, et menaça de violence si son mouvement n'était pas pris en compte. Cependant, il finit par rendre le corps à la police. Après la récupération du corps de Mussolini, celui-ci fut déplacé entre la morgue de Milan et le quartier général de la police. Le 14 août, il fut transféré à l'Institut de médecine légale pour la deuxième fois, principalement afin d'assurer son identification. Les responsables gouvernementaux à Rome débattirent de ce qu'il convenait de faire du corps. Ils décidèrent finalement que le lieu de sépulture devait rester secret, choisi par le cardinal Schuster et connu seulement de 8 des plus hauts responsables de la police et du gouvernement. Finalement, il fut décidé de rendre le corps à sa famille, y compris le cerveau extrait de Mussolini, qui était conservé à l'Institut de médecine légale de Milan. Après restitution à la famille, le corps fut transféré en 1957 dans une chapelle de la ville de Predapio. Aux premières heures du 25 décembre 1971, une puissante bombe explosa à cet endroit, causant de sérieux dommages, mais sans affecter les tombes. Ce fut le dernier épisode du calvaire traversé par le corps de Mussolini après sa mort en 1945. Conclusion. Les crimes de Mussolini figurent parmi les plus cruels et les plus impitoyables de tous les dictateurs européens. Sous ses ordres directs, des centaines de milliers de personnes furent massacrées, y compris des Juifs, des Africains, des Croates, des Libyens et même des Italiens innocents. La haine envers lui était si profondément enracinée dans sa propre société à la fin de la guerre que les gens exprimèrent leur frustration et leur ressentiment sur son corps et celui de sa maîtresse. Pour un homme qui avait si soigneusement construit une image de force, de virilité et de propreté, être abattu puis pendu à l'envers dans une place de Milan représentait l'humiliation ultime. Le destin voulut que cette dernière image, celle d'un dictateur vaincu et déshonoré, soit celle qui reste pour les nouvelles générations. C'est ainsi que le Duce sera mémorisé.